Je m'appelle Danny Forster, bienvenue dans Superstructure XXL. Je parcours le monde à la recherche des constructions les plus dingues. Et aujourd'hui, je vous emmène à 1800 mètres sous les Alpes suisses, dans le tunnel le plus long du monde. Le tunnel de base du Saint-Gothard est un chantier très ambitieux. Il consiste à creuser sur 57 km à travers le plus haut massif montagneux d'Europe. Deux équipes travaillent sur l'une des zones géologiques les plus dangereuses de la planète. Si vous rencontrez un obstacle géologique, vous ne pouvez pas le contourner. Non, il faut le traverser. L'objectif, creuser un tunnel avec l'une des plus grosses machines jamais construites. Un géant de 9 mètres de haut qui avance dans la terre. L'équipe doit détruire 7000 tonnes de roches par jour. La charge est à l'intérieur. Ce mur va prendre une sacrée raclée. Après 12 ans d'efforts et 54 km de forage, il ne leur reste plus que quelques mois de travail avant de révolutionner à jamais la circulation à travers l'Europe. Me voilà en Suisse. Ce pays est célèbre pour son horlogerie, son chocolat et sa neutralité politique. Mais surtout, la Suisse est l'épicentre géographique de l'Europe occidentale. Les 2/3 des marchandises transportées entre le nord de l'Europe et l'Italie transitent par ce pays 15 fois plus petit que la France. Mais malgré sa situation idéale, la Suisse est une anomalie géologique. Plus de 65% de son territoire est occupé par le plus vaste massif montagneux d'Europe, les Alpes. Avec plusieurs sommets culminant à plus de 4500 mètres, les Alpes forment une barrière de 1200 km entre le nord et le sud de l'Europe. À l'heure actuelle, le seul moyen d'aller d'un bout à l'autre du pays est de passer par-dessus les montagnes. Pour franchir les Alpes aujourd'hui, les trains doivent monter jusqu'à 1500 mètres d'altitude et négocier des lacets à 65 km/h, alors qu'ils sont capables de rouler 4 fois plus vite. Cet itinéraire escarpé les oblige aussi à circuler à moitié vide, malgré une demande en fret qui augmente de 75% chaque année. La Suisse est une plateforme économique entre le nord et le sud de l'Europe. Et il faut absolument trouver une solution pour ne plus avoir à passer par-dessus les montagnes, mais à travers elles. La Suisse s'est donc lancée dans un ambitieux projet de tunnel à 1800 mètres sous les montagnes. Le tunnel de base du Saint-Gothard sera le plus long du monde et s'étendra sur 57 km d'une extrémité à l'autre des Alpes, soit 7 km de plus que le tunnel sous la Manche. Une fois achevé, le tunnel consistera en 2 tubes parallèles de 9 mètres de diamètre chacun. Bientôt, des trains à grande vitesse circuleront sous les Alpes pour la toute première fois. Ils vont doubler la capacité de fret actuelle et changer radicalement les transports à travers l'Europe. Il ne s'agit pas juste de transporter les marchandises au plus vite. Les Alpes font partie intégrante de l'identité de la Suisse. Mais elles sont une barrière entre notre pays et le Sud. Et depuis des siècles, les gens rêvent d'avoir un moyen rapide de les traverser. Ce tunnel n'est pas qu'une solution de transport, c'est un pont culturel. Il rapproche des régions. Pour creuser cette voie de communication révolutionnaire, 2000 ouvriers ont extrait 24 millions de tonnes de gravier. « 12 ans et 54 km plus tard, les équipes n'ont plus que 3 km à forer. Elles se rencontreront sous la partie la plus profonde des Alpes, à 1800 mètres des sommets. Aujourd'hui, on se rend à 27 km de l'entrée sud, où une équipe est confrontée à un type de roche particulièrement dur. On va entamer un voyage de 45 minutes dans ce train, qui va nous mener à l'endroit où l'on creuse le tunnel. Ça fait un peu peur. Ok. C'est parti.
On se trouve où dans le tunnel par rapport à la montagne? Là, on est sous la crête principale des Alpes. La pression de la montagne à la surface crée l'une des roches les plus résistantes au monde, le granit. Il est 6 fois plus dur que le béton et il ralentit le percement. La longueur du tunnel, la hauteur des Alpes et le rythme auquel vous devez travailler font que c'est un chantier sans précédent. Oui. Un tel projet ne se représentera probablement pas de sitôt. Personne ne s'était encore aventuré jusque-là? Non, on ne sait pas où on met les pieds. On est comme des astronautes. Chaque jour, on pose un pied là où personne n'est jamais allé. Après 45 minutes de trajet, il est temps de se mettre au boulot. On y est. C'est dur de se rendre compte, mais il s'agit bien du tunnelier qui fore le tunnel. Et cet engin fait 440 mètres de long. Voici l'acteur principal du chantier. Un géant de 9 mètres de haut qui avance dans la terre. Grand comme 4 terrains de football, le tunnelier est une machine monumentale de 3000 tonnes, long de 440 mètres. Il creuse dans la montagne avec une tête d'abattage de 9 mètres de haut, qui broie la roche et allonge le tunnel de 20 mètres par jour. Me voilà à l'intérieur de la machine, juste derrière la tête d'abattage. Et ici, vous pouvez voir les molettes de coupe qui entrent en contact direct avec la roche à l'avant du tunnel. Les 66 molettes de coupe situées à l'avant du tunnelier pulvérisent 7000 tonnes de roche par jour. Elles forent le granit depuis 18 heures non-stop et elles commencent à accuser le coup. Si leur diamètre diminue de plus de 2,5 cm, elles peuvent ralentir le tunnelier et réduire considérablement sa progression. L'équipe doit donc les réparer avant de poursuivre. Il faut regarder si elles sont usées et si elles ont besoin d'être remplacées. Et c'est Martin qui s'en charge. Martin, top est là. Martin est allemand. Il ne parle pas très bien anglais, mais on va se débrouiller, car on est tous les deux coincés à 1800 mètres de profondeur. On n'a pas vraiment le temps de se raconter nos vies, donc c'est ça votre outil? Martin utilise une sorte de compas pour mesurer l'usure de chaque molette. Avec Martin, on va grimper dans la tête d'abattage de 9 mètres de haut, mesurer les 66 molettes et voir lesquelles il faut remplacer pour pouvoir remettre cette machine en marche. C'est pas si haut que ça. Voilà. Haute comme un immeuble de 3 étages, la tête d'abattage s'enfonce dans le granit avec une force de 26 tonnes. Regardez-le. Les molettes s'usent au bout de 12 heures de forage seulement, soit 10 fois plus vite que dans une roche plus friable. Je vais donner un coup de main à Martin. Ne bougez pas, j'arrive. C'est bon, descendez. Salut Martin. Salut Danny. Ça va bien? Ça va, merci. On est maintenant au fond de la tête d'abattage, exactement en dessous du disque de 9 mètres. Et on est là pour vérifier ça. La molette est là. Martin, on va la mesurer. On écarte le pied à coulisses. Et on regarde ce qu'il indique. 18,28 mm. Cette molette peut encore tenir bon. Combien? 4,8 mm. Ça passe, c'est bon. Suivante. 7,01 mm. Encore une bonne nouvelle. Oui, ça va. Pas mal, non? Plutôt. Content? C'est très bien. Très bien. J'imagine que quand on vérifie 66 molettes, c'est dur de se réjouir à chaque fois. Verdict, seulement 3 molettes doivent être remplacées avant de pouvoir remettre le tunnelier en marche. Martin est en train d'enlever l'ancienne molette.
C'est bon. Il l'a récupérée. Voilà la vieille molette. Martin a remplacé plus de 10 000 molettes au cours de ce chantier. Chacune est en acier et pèse 130 kg, si bien que l'équipe est obligée d'utiliser une grue pour les mettre en place. Alors, voici la molette. Le tranchant est intact. C'est la pièce de remplacement. Il faut enlever l'ancienne. En gros, c'est comme changer un pneu. Un pneu super lourd. Vous me suivez? On a enlevé l'ancienne. Maintenant, on pose la nouvelle. Il faut la faire rentrer dans le trou et on dirait que ça implique les pieds de Martin. Et voilà. Super. Il l'a posée et maintenant il se sert d'une barre de fer pour la caler. La molette a été conçue avec seulement 2 boulons pour optimiser le temps d'installation, même dans les endroits les moins pratiques. Martin filme. Martin a pris les commandes de l'émission. Ouais, super. Martin filme son propre travail. Ça me va. Je vous propose un marché. Vous filmez et je fais tout le boulot. Et dire qu'il y en a 66 en tout et qu'elles sont constamment sollicitées. Voilà le travail que ça représente de changer une seule molette. Et dans un endroit très inconfortable. Alors l'ancienne est partie? Oui, La nouvelle est posée? Terminé? terminé. Beau boulot. Merci. Vous êtes un champion. Grâce au petit doigt agile et à la perspicacité de Martin, la tête d'abattage peut reprendre du service et poursuivre le percement du tunnel. Les Suisses sont réputés pour leur remarquable précision, tant dans le domaine de l'horlogerie que pour leur fameux réseau ferré grâce auquel, je peux en témoigner, vous partez et vous arrivez exactement à l'heure indiquée. Cette qualité va leur être utile pour le tunnel qu'ils sont en train de construire. Car il sera non seulement le plus long du monde, mais il devra également accueillir des trains ultra rapides. Les trains rouleront dans le tunnel du Saint-Gothard entre 200 et 250 km/h. Et à cette vitesse, la moindre courbe peut provoquer un déraillement. Pour les équipes qui creusent de part et d'autre, cela implique de percer une route droite sur 57 km et de se rencontrer à un point précis. Et pour y parvenir, il faut être très organisé. Chaque opération est réglée à la minute près, notamment le train qui transporte les ouvriers jusqu'au chantier 3 fois par jour. Je me dépêche parce que le train part à un horaire très précis. Celui-ci part à 5h20 du matin. Et si je le rate, je devrais attendre 3 heures. Ça ressemble à n'importe quelle gare, enfin plus ou moins. Alors il est 5h15 et le train part à 5h20. 5h20 précise. Pile. Comme vous le voyez ici, il reste encore 4 minutes. Il n'y a pas de... Non, il ne vous attend pas si vous êtes en retard. Super. On m'a claqué la porte au nez. Vous prendrez le suivant? Bien sûr, je suis pas pressé. Bien, messieurs, bonjour. Ravi de vous voir, Danny des États-Unis. Il n'y a qu'un seul train pour entrer et sortir du tunnel. Il transporte aussi bien les ouvriers que le matériel et la roche extraite. Et si les horaires sont aussi précis, c'est parce que le décalage d'une simple minute pourrait retarder de 8 heures le planning global des travaux. En descendant du train, les ouvriers doivent se dépêcher de gagner l'ascenseur, qui les fait descendre de 730 mètres jusqu'au chantier. Et voilà, le train n'est même pas arrêté qu'ils sortent déjà. Les horaires suisses, ça ne rigole pas. Après vous? Ils sont obligés de courir, car après l'arrivée du train, ils n'ont que 5 minutes pour monter dans l'ascenseur. Quelle organisation! Réglée comme des horloges suisses. Ouais. Je vais descendre à 730 mètres sous les Alpes, avec 65 de mes potes suisses. Salut les gars, ça gaze?
L'ascenseur a une capacité de 200 tonnes et il effectue sa descente de près de 800 mètres en seulement 2 minutes. On y est, pile à l'heure. J'ai l'impression que c'est mon premier jour d'école, avec mon sac à dos et mon drôle de blouson. Nous voilà arrivés au cœur même du tunnel, avec plus de 1500 mètres de montagne au-dessus de nos têtes. À cette profondeur, il est absolument crucial que le tunnel garde la bonne trajectoire pour garantir un percement réussi. Vous devez être très précis. On a une marge de 12 cm pour la jonction. C'est grand comme ça. C'est comme de tirer à l'arc sur une cible qu'on ne voit pas. Sauf qu'on est obligé de mettre la flèche dans le mille. C'est très précis et vous tirez une flèche à l'aveugle. Oui. Sur des kilomètres. Et il reste encore 3 km. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez fixé un point de départ et un point d'arrivée. Si vous rencontrez un obstacle géologique en chemin, vous ne pouvez pas le contourner. Non, il faut le traverser. C'est le principe de ce tunnel. On ne peut pas changer la géologie. Normalement, les deux tunneliers creusent l'un vers l'autre pour se retrouver au milieu. Mais à l'extrémité nord du tunnel, l'équipe a atteint une zone de roche friable avec des lignes de faille. Creuser au travers pourrait endommager le tunnelier et ils vont avoir recours à une autre technique de forage. Le tunnel mesure 57 km. Les 9 dixièmes sont creusés à l'aide d'un tunnelier. Une machine capable de progresser de 20 mètres par jour. Mais cette zone-ci, le dixième restant, présente tellement de lignes de faille qu'il serait trop dangereux d'utiliser un tunnelier. Du coup, ils reviennent à une bonne vieille méthode, l'explosif. Faire sauter la roche prend 10 fois plus de temps que d'utiliser le tunnelier. Mais c'est la seule solution sur cette zone instable. L'énorme pression de la montagne écrase le tunnel et réduit progressivement son diamètre d'1 mètre. Pour remédier à ce problème, l'équipe construit un tunnel d'un diamètre plus large que nécessaire. La roche le comprimera et il fera à terme la même taille que l'autre tronçon. Cette foreuse est équipée de 3 bras qui peuvent percer rien moins que 120 trous dans ce mur. Ces trous sont remplis d'explosifs liquides. En faisant sauter la roche, le tunnel avancera de 3 mètres. Je monte. D'accord. Maintenant, je suis dans la cabine de la foreuse à 3 bras. Et c'est cet homme qui la conduit. Comment allez-vous? Vous fumez? C'est bien car on est dans un espace confiné avec très peu d'air. Vous aussi? D'accord, vous fumez tous les deux. C'est sympa. Quand il ne fume pas, cet homme creuse le tunnel. On va attendre un peu que chacun ait fini sa pause cigarette. Après, on pourra se concentrer sur le forage et vérifier qu'on ne va pas sauter avec, étant donné qu'ils fument tous. Si vous regardez l'écran de l'ordinateur, vous avez un résumé de ce qu'on est en train de faire. C'est une vue transversale du tunnel. Le but, c'est de localiser ces 120 trous, de les percer, de les remplir d'explosifs et de faire sauter le mur pour allonger le tunnel. Vous fumez encore? C'est sa passion. Pour établir avec précision le diamètre du tunnel, un technicien détermine la position de chaque trou et les répartit uniformément sur le mur. Voilà, on a presque fini. Les 120 trous ont quasiment tous été percés. La prochaine étape, c'est de les charger, autrement dit de les remplir de liquide explosif. On voit bien la charge ici. En fait, j'ai une petite bombe dans la main. Je vais la glisser là-dedans. Russ va poser ce tube avec le liquide explosif au fond du trou. Puis, quand l'explosion se produira, cette charge augmentera sa puissance, libérera davantage de roches et nous permettra d'obtenir les 3 mètres souhaités. Prêt? La charge est au bout de ma lance. On l'enfonce. On l'enfonce. Je suis dedans, 3 mètres, c'est bon. Vous mettez le courant?
Il met le courant, il a tourné le bouton. Regardez ce trou, voilà. La charge est à l'intérieur. Ce mur va prendre une sacrée raclée. Continuez. Très bien, à vos ordres. Les charges sont reliées entre elles et réglées au millième de seconde près. Les charges du milieu exploseront en premier et celles du bas en dernier, pour déblayer l'amas de débris et faciliter leur évacuation. Il ne nous reste plus qu'à prendre le détonateur qui commande tous les trous et à le brancher ici. Tous les explosifs sont attachés ensemble avec, eh bien, un morceau de scotch jaune. J'avais imaginé un truc un peu plus élaboré, mais c'est comme ça. Le détonateur est branché et l'équipe s'éloigne de 300 mètres pour se protéger. Quand on évacue du matériel aussi cher, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attarder. On y est. Tous les trous sont remplis, les charges sont branchées, tout le monde s'en va. On est prêt à faire sauter cette paroi. Bien. On va se cacher derrière ce conteneur en acier. Ça devrait nous protéger. Mais je tiens quand même à préciser que l'explosion va se produire juste là-bas, au fond. On n'est pas très loin. C'est l'une des dernières explosions avant l'achèvement du tunnel. Et c'est au plus gros actionnaire de la société de construction que revient l'honneur de la déclencher. Il tient dans ses mains les 2 fils reliés au mur et qu'on a tirés jusqu'ici. Les fils sont là. Il les a branchés au détonateur, l'un à côté de l'autre. Il n'a pas intérêt à avoir la main qui tremble. Il y a environ 14 personnes de l'entreprise à côté de moi. Waouh, énorme. Ils sont là. Apparemment, il faut avoir des actions dans la société pour pouvoir déclencher une explosion. Et comme ce n'est pas mon cas, je n'ai pas pu le faire. Lui, si, et il a fait du super boulot. Tout s'est bien passé. Normalement, la paroi a reculé de 3 mètres. Je vais de ce pas acheter des actions. Comme ça, dans quelques années, je pourrai moi aussi appuyer sur le détonateur. L'explosion a laissé échapper des gaz ammoniaques. Il faut attendre une demi-heure pour qu'ils se dissipent et pour qu'on puisse constater le résultat. Il y a encore des gaz dans l'air et ça brûle les yeux. Même avec le masque, on a du mal à respirer. On sent l'ammoniac. Qu'est-ce que vous en dites? Tip top. Tip top, vraiment? Magnifique. Il est content. Le reste de la journée est consacré à l'évacuation des 6000 tonnes de débris à l'extérieur du tunnel, à 8 km de là. Regardez, il y a encore 15 minutes, c'était fermé ici. Maintenant, il ne reste plus rien. Le tunnel a été allongé de 3 mètres supplémentaires. Ils vont passer le reste de la journée à nettoyer les débris et à se préparer pour la prochaine explosion. Me voilà au milieu des Alpes suisses, un des massifs montagneux les plus vastes du monde. Et la route est compliquée. 1500 mètres de dénivelé et une série de virages en épingle à cheveux. Pendant plus de 800 ans, on a cherché un moyen plus rapide de traverser les Alpes. Pour construire ce tunnel sous la montagne, les ingénieurs ont dû surmonter des conditions géologiques extrêmement complexes. En général, un bloc continental est constitué de dépôts de sédiments accumulés les uns au-dessus des autres pendant des millions d'années. Ce processus crée une stratification horizontale des couches, des conditions idéales pour creuser un tunnel. Le tunnelier rencontre le même type de roche tout au long du percement. Mais ici, en Suisse, la situation est un peu différente. Quand les plaques tectoniques sont entrées en contact, elles sont remontées vers le haut, créant une série de stratifications verticales, qui ont donné naissance à une superbe chaîne de montagnes, mais aussi à des caractéristiques géologiques très diverses. Quand le tunnelier progresse, il rencontre une roche d'un certain type, puis une autre, et ainsi de suite. Un ensemble de problèmes différents qui nécessitent des solutions différentes. Si, du côté nord du tunnel, l'équipe s'est heurtée à des zones difficiles, au sud, le tunnelier a foré sans encombre pendant plus d'une semaine. Mais aujourd'hui,
ils viennent de toucher une nouvelle couche de roches friables, à 3 km de la ligne d'arrivée. Le tunnelier est confronté à des conditions géologiques compliquées. C'est tellement dangereux qu'ils ne peuvent pas continuer. Du coup, ils vont sonder la roche. Et pour ça, ils utilisent une foreuse d'exploration. On enfonce la foreuse dans la roche située à l'avant du tunnelier pour savoir si elle est dure ou meuble. Si elle est trop friable, elle risque de s'affaisser, d'enterrer le tunnelier et tous les ouvriers du chantier. Si la foreuse pénètre très vite dans la roche, vous savez qu'elle est meuble. Exactement. Mais si la foreuse a du mal, vous savez que la roche est très dure. Oui, on se sert aussi de nos yeux. On ne se contente pas des données numériques. On regarde comment la roche se comporte. Il faut regarder, sentir, comprendre la roche. C'est ça. Vous travaillez en aveugle. Vous ne voyez jamais la roche, mais seulement comment les choses interagissent avec elle. Exactement. De nos jours, c'est plus facile d'observer la surface de la Lune que de savoir avec précision de quoi est faite cette roche. Pour sonder la roche compacte, la foreuse est équipée de 36 sections de 11 mètres assemblées les unes aux autres. Comme vous le voyez, on est en train de relier ces sections. Voilà. Comme ça, on crée une tige de sondage de 110 mètres de long pour savoir de quoi est composée la roche devant le tunnelier. Et l'homme qui s'occupe de cette tige et qui contrôle sa direction est ici. Ralph, guten Tag. Bonjour. Je suis Danny, enchanté. Je parle mal l'anglais, désolé. Et mon allemand est horrible. Je vais la démarrer. Parfait. Ralph vient d'allumer la foreuse. Il va très lentement pour évaluer la résistance de la roche. Il consulte l'écran. Il augmente la puissance et il me laisse les manettes. Un ordinateur enregistre la force nécessaire pour percer dans la roche et donne une idée aux géologues de ce qui se trouve devant le tunnelier. Vous entendez? J'ai augmenté la pression, ce qui veut dire que la roche résiste. C'est une bonne nouvelle. C'est de la roche bien compacte. C'est bon? Oui, c'est bien. Au bout, la foreuse trouve du granit bien compact. Mais les 30 premiers mètres se sont révélés plus friables que prévu. Si c'est trop dangereux, ils seront contraints de forer manuellement cette zone, ce qui ferait perdre 5 mois et coûterait 7 millions d'euros de plus au projet. Que vous a appris l'exploration? On a découvert de la roche très friable. Donc, on est plutôt inquiet. Quelles sont les conséquences? Ça pourrait s'effondrer. Et on serait dans le pétrin. Un sacré pétrin, oui. Ouais. Pour savoir si le tunnelier peut creuser en toute sécurité, les géologues procèdent à une deuxième exploration à l'aide d'une caméra endoscopique. Vous ne faites pas ça souvent? Non. On l'utilise seulement dans les situations exceptionnelles. C'est seulement la deuxième ou la troisième fois. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez voir? On espère voir juste de petites bandes de roches meubles. Mais on ne sait pas. En gros, vous faites passer au tunnel une coloscopie. Pardon? Vous savez, Je n'ai pas compris. parfois quand on veut vous examiner de l'intérieur, on met une caméra. D'accord. Oui, c'est pareil. C'est pareil. La même chose. Ouais. La caméra montre la structure physique de la roche, une information que la foreuse ne peut pas fournir. Et voilà. C'est fascinant. En gros, ils ont fixé une caméra au bout de ce truc bleu. Et ils vont l'introduire dans un trou qu'ils ont percé à environ 50 mètres. Ça nous permettra de voir exactement ce qui se passe.
J'ai toujours rêvé de faire ça. Ce n'est pas le tunnel, c'est ma bouche. Les géologues observent la forme et la couleur de la roche pour en savoir plus. Si vous regardez l'écran, vous pouvez voir quelles seront les conditions géologiques à 50 mètres de l'endroit où on se trouve. On se croirait dans un film de science-fiction. C'est génial. Alors, en tant que géologue, cette image vous dit quoi? Je vois les pierres et je vois la structure. Et je vois que ces pierres sont identiques à celles qu'on a ici. La roche est noire et grise, avec les mêmes lignes. Et au bord, il y a des fissures blanches. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, oui. Les images montrent que malgré sa friabilité, la pierre est saine et que le tunnelier peut creuser au travers jusqu'à la roche dure. Si cette roche est bonne, cette roche-là l'est aussi. Absolument. Ça vous redonne le sourire. Tout à fait, oui. C'est de la bonne roche. Exactement. La chaîne des Alpes s'étend sur 8 pays. Mais la moitié de ses plus hauts sommets se trouvent en Suisse. Ah, la Suisse, ses montagnes, son bon air. Mais tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, je vais au fond du tunnel, dans le noir et la chaleur étouffante, tout en dessous des Alpes. Le tunnel de base du Saint-Gothard est appelé ainsi parce qu'il coupe à travers la base des Alpes. Ce passage souterrain crée une voie rapide et plate. Mais il met aussi le tunnel en danger, non seulement à cause de l'énorme pression du relief à la surface, mais aussi des quantités d'eau que renferme la montagne. Les Alpes suisses sont une chaîne de montagnes remplie d'eau. Il y a des lacs, des ruisseaux et des sommets enneigés. Et quand la neige fond, toute cette eau s'infiltre lentement dans la montagne jusqu'au tunnel, rouillant l'acier et érodant le béton. Chaque année, 125 000 litres d'eau s'infiltrent par les parois. Si rien n'est fait pour la contenir, elle représenterait un grave danger. Elle pourrait fragiliser la structure et faire s'écrouler le tunnel ou bien rouiller les rails et provoquer un grave accident. L'enjeu est de taille. Trouver un moyen de rendre étanche ce trou de 57 km de long. Gunther, le problème c'est que les Alpes sont remplies d'eau. C'est ça? Des litres d'eau. Oui, je sais. Vous êtes au courant? Oui. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Alors comment empêcher l'eau de pénétrer dans le tunnel et de rouiller l'acier et les rails? Avec du polyéthylène, c'est radical. Ça le maintient au sec. L'eau ne passe pas. Aucun risque. Ce tunnel est doté d'un système d'écoulement très perfectionné, caché derrière ses parois en béton. Une fine couche de polyéthylène jaune crée une cloison étanche. Puis, une couche plus épaisse de plastique protège cette cloison des parois brutes du tunnel. Pour finir, de petits écarteurs créent un espace d'1 centimètre à travers lequel l'eau peut s'écouler dans un tuyau. Et la clé de la réussite d'un tel système est qu'il ne comporte pas le moindre trou ni le moindre joint. Pour obtenir un tapis isolant d'un seul tenant, on va dérouler ça sur tout le pourtour, Oui. en une seule fois. Oui, ça va aller, aucun souci. Tout autour. Tout autour, pas de problème. Le tapis isolant se compose de rouleaux de plastique de 30 mètres de long. Au total, ils utiliseront plus de 50 000 rouleaux pour rendre le tunnel étanche, soit de quoi couvrir la distance entre Paris et Rome. Ce qui est très bizarre quand on construit un tunnel, c'est qu'il s'agit d'un cercle. Et là, il faut le recouvrir entièrement. Alors, au lieu de dresser un échafaudage et de monter progressivement, ils ont créé cette plateforme qui pivote sur 360 degrés et qui permet de dérouler le tapis isolant en une seule fois. Stop! C'est parti! Attention, attention! Désolé. Le tapis isolant est fixé aux parois du tunnel à l'aide de petits disques en plastique gris. Voilà. Ces disques ont une double fonction.
Une face permet de fixer le tapis isolant et l'autre face, une fois chauffée, maintient étanche le revêtement de polyéthylène jaune. Philippe se sert d'un pistolet à air chaud pour faire fondre le disque en plastique. Il n'y a ni colle ni clou. Il va fondre le plastique pour faire adhérer la cloison directement dessus. Le pistolet à air chaud fond le plastique à 600 degrés. On continue là-haut? Oui, faites chauffer. Donc il a chauffé le disque et maintenant j'appuie sur le revêtement pour le faire adhérer. Et ça me brûle la main. Mais on ne s'arrête pas, on continue. On fait tout d'un coup. On est parti, on est parti. Oh non! Encore? Non mais je rêve. Vous ne portez pas de gants? Ça ne doit pas être la solution la plus facile. Si, c'est la plus facile, croyez-moi. Alors Gunther, ça s'active? On a mis du revêtement sur tout le pourtour du tunnel pour être sûr qu'aucune goutte d'eau ne rentrera. Mais c'est un boulot de dingue, vraiment. L'équipe de Gunther peut poser jusqu'à 10 rouleaux par jour. Ils n'ont couvert que 4 km et il leur faudra encore 2 ans pour rendre le tunnel entièrement étanche. Désormais, cette section du tunnel le plus long du monde est étanche. Oui, complètement. Incroyable. Je sais de quoi je parle. Il dit que c'est étanche. S'il y a bien quelqu'un qu'on peut croire sur ce chantier qui compte pourtant des tas de gens très fiables, c'est Gunther. Merci. Merci, chef. Le problème de l'eau est résolu, mais le tunnel subit encore une pression énorme des montagnes à la surface. Pour supporter des sommets culminant à 4500 mètres sans s'effondrer, il faut qu'il soit extrêmement robuste. Cette partie du tunnel est totalement étanche. Maintenant, on va lui donner de la résistance à l'aide d'un cylindre en béton. Et pour y arriver, on va utiliser cet engin, une machine à coffrage glissant. En gros, c'est un moule de 9 mètres de long qui forme les murs du tunnel avec des parois de 40 cm de béton. Visez un peu ça. Il tourne la roue, ça s'ouvre. Le béton sort et va remplir tout le pourtour du tunnel sur 40 cm d'épaisseur. Et ça commence tout de suite. Le béton arrive. On entend chaque pompe pousser le béton à travers ce tuyau. Il va être monté et déversé dans le coffrage. Je vais y aller. On va couler le béton. On est prêt à couler le béton et à remplir cette cavité juste ici. Mais le problème, c'est que si on le coule comme ça, il va ressortir. Donc on doit fabriquer une barrière en bois pour maintenir le béton à l'intérieur. Comme vous le voyez, ils ont divisé le cercle comme des parts de pizza. Ça veut dire que ces portions doivent être posées une par une. Et c'est cet homme qui s'en charge. Peter, Danny. Chaque planche de bois est enfoncée avec un marteau puis fixée avec des boulons suffisamment résistants pour supporter la pression du béton quand il sera coulé dans le moule. Je sais ce que vous pensez. Le bois est en place, mais est-ce qu'il va retenir tout le béton? Eh bien pour l'instant, non. Mais avec ça, on va le rendre hermétique. Pas vrai? Ouais. S'il y a le moindre trou, le béton coulera au travers. Le béton doit sécher et former une surface lisse et sans bosse, car avec des trains circulant à plus de 240 km/h, la plus petite imperfection pourrait entraîner une résistance aérodynamique suffisante pour causer un déraillement. Je fais la chasse aux trous entre le bois et le haut du tunnel. Et si j'en vois, je les remplis. On comble les trous avec de la mousse expansée qui double de volume quand elle entre en contact avec l'air. On dirait un peu de la crème chantilly, comme quand on s'amuse à s'en envoyer dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mieux ne vaut pas avaler ça. Je risquerais de le regretter. Je suis plutôt content.
Quand on coulera le béton, il ne débordera pas. Et puis, ce n'est pas le plus important, c'est que je trouve ça très joli. Ça fait un joli glaçage, on en mangerait. En tout cas, c'est bien. C'est bon pour le tunnel. Maintenant que les bords ont été parfaitement bouchés, le moule va pouvoir retenir les 75 mètres cubes de béton. La plus grande difficulté est de maintenir la même densité de béton sur tout le pourtour. Si le béton humide prend au fond du moule, le tunnel ne pourra pas répartir uniformément la pression de la montagne et les parois risquent de se fissurer et de s'affaisser. Pour y remédier, le béton sera coulé dans le moule par couches successives de 3 mètres. Elles reposeront chacune 15 minutes avant la prochaine et seront donc assez solides pour tenir sous les couches suivantes. Quand on coule le béton, on ne peut pas le voir, sauf en passant par là. Ils ont percé une série de hublots qui leur permet de pénétrer à l'intérieur et de remuer le béton pendant qu'il est versé de part et d'autre du cylindre. Je peux aller jeter un œil? Ouais? Ouais. Je me trouve à l'emplacement du futur mur en béton. Voici la paroi extérieure et voici la paroi intérieure du coffrage. Comme vous le voyez, le béton se déverse. Il s'élèvera lentement et finira par remplir cette cavité tout autour. Cette section de 9 mètres a besoin de plus de 75 mètres cubes de béton pour devenir un mur suffisamment solide et résister à l'énorme pression de la montagne à la surface. Mais attention, cette section ne fait que 9 mètres de long. Il reste encore 57 km à faire pour créer le plus long tunnel jamais construit. Le col du Saint-Gothard est l'une des plus importantes routes commerciales d'Europe. Et depuis le XIIIe siècle, des ingénieurs se creusent la tête pour trouver un chemin plus court. On a toujours essayé d'améliorer la circulation dans les Alpes. Au départ, il y avait des chevaux avec des marchandises sur le dos. Ensuite, on a construit de petites routes. Et après, il y a eu la révolution du chemin de fer. Il y a un siècle, on rêvait déjà de creuser un tunnel à travers les Alpes, d'avoir une route droite. Oui, mais au XIXe siècle, on ne disposait pas de la technologie pour construire des tunnels aussi longs. La technologie a finalement rattrapé son retard en 1999, quand la Suisse a entamé la construction du tunnel. Et aujourd'hui, le pays est sur le point d'achever le percement du premier axe rapide à travers les Alpes. Mais le tunnelier ne doit pas dévier d'1 pouce. À 27 km à l'intérieur du tunnel, une équipe creuse les 3 derniers kilomètres. Je vais monter à l'avant avec le conducteur de train le plus heureux que j'ai jamais rencontré. Vous êtes Félich? Oui. C'est vous qui conduisez le train? Félich est prêt. Il est content. Moi aussi, mais pas autant que lui. Je crois que personne ne l'est autant que lui. Bref, on est prêt. Allez, j'adore. Super. On est parti. Après 16 heures d'exploration géologique dans une zone de roches friables, le tunnelier va enfin pouvoir recommencer à forer. Nous sommes arrivés? Ouais. Terminus! L'équipe est confrontée à des lignes de faille et une pression intense des montagnes à la surface. Le conducteur doit redoubler d'efforts pour garder la bonne trajectoire et éviter un effondrement. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Dany. Yannick. Yannick. Oui, c'est ça. Vous conduisez le tunnelier? Oui. Tous ces boutons, tous ces trucs. Oui. Tout ça, ouais. Tout ça, oui. On est en train d'avancer? Oui. Pour finir, après des passages très délicats, Yannick a retrouvé le sourire. Car le tunnelier est en train de forer. Il pulvérise et évacue la roche. Donc, quand vous voyez ça, Ouais. vous êtes content. Oui, c'est super. Super cool. Ouais. Pendant que Yannick conduit, une équipe installe des poutres d'appui pour empêcher le tunnel de s'effondrer. Ils doivent rester en permanence en contact pour maintenir le tunnelier à la bonne vitesse. Si la machine va trop vite,
l'équipe n'aura pas le temps de poser assez de poutres et le tunnel sera dangereusement fragilisé. Voilà à quelle vitesse on avance. Ce sont des millimètres. À l'heure où je vous parle, nous avançons de 53 mm par minute, C'est ça. c'est-à-dire 5 cm par minute. Ça ne fait pas lourd, c'est très, très lent. Très lent. En plus de surveiller la vitesse, Yannick trace également la trajectoire pour retrouver la deuxième équipe de forage à l'autre bout du tunnel. Un écart de seulement quelques millimètres pourrait entraîner un défaut d'alignement de plus de 60 cm au moment où les deux équipes se retrouveront. Pour réaligner le tunnel, ils seraient obligés de creuser dans les parois existantes, de modifier leur forme et de compromettre leur intégrité. Là, on est en train de dévier légèrement vers la gauche et de monter. Pendant ces 9 heures de service, Yannick vérifie et ajuste la trajectoire du tunnelier plus de 100 fois, en se basant sur des données GPS. Il contrôle la direction horizontale et verticale à l'aide des 2 énormes patins du tunnelier. Ces patins propulsent également le tunnelier en avant et le font avancer de 2 mètres à chaque poussée. L'équilibre est parfait. On a la bonne puissance, la pénétration est bonne. C'est parfait. Oui, parfait. Bonne puissance, bonne pénétration, bonne vitesse et magnifique roche. Que demande le peuple? Peut-être de ne pas être à 1800 mètres sous les Alpes, mais en dehors de ça, tout va bien. Oui. Si vous avez besoin d'une machine, je peux venir à New York. À New York? La bonne nouvelle, c'est que Yannick veut venir me rendre visite. Mais la mauvaise, c'est qu'avec son tunnelier comme moyen de transport qui fait du 53 mm à la minute, il n'arrivera pas avant 14 ans. Après 10 ans d'études de projet et 15 ans de construction, la Suisse achèvera le plus long tunnel du monde en 2017. Et si tout se passe bien, on pourra traverser les Alpes à bord d'un train à grande vitesse pour la toute première fois. La Suisse est célèbre pour ses montagnes. Les Alpes sont l'emblème de cette nation. Mais en même temps, ce massif est aussi une barrière qui coupe le pays du reste de l'Europe. La difficulté a toujours été de trouver un moyen de relier les autres pays malgré cette énorme barrière géologique. La population rêve depuis 80 ans de ne plus passer par-dessus les Alpes, mais à travers. Et après plus de 20 ans de conception et de travaux, ils sont sur le point de réaliser leur rêve. Si vous venez à Zurich en 2017, vous pourrez monter dans un train et rejoindre le nord de l'Italie en seulement 2h50, tout en voyageant à travers l'un des plus gros obstacles de la nature,